Bonjour à tous, aujourd'hui une histoire très intéressante vous attend, et avant qu'elle ne commence, je voudrais vous demander d'aimer et de vous abonner à ma chaîne. Pluie, par une nuit sanglante. C'est ce qui vous calme après une dure bataille. Des centaines de corps gisent sur le sol. Il y a des corps froids, dans le sang, qui ne pourront plus jamais inspirer, ni expirer. Leur histoire s'est terminée sur ce champ de bataille. Il ne restait plus qu'un seul guerrier sur le terrain. Agenouillé autour de centaines de corps, l'épéiste inconnu reprend son souffle. Respirant à peine, il regarde le sol et se demande si cela en valait la peine. Toutes ces pertes auraient-elles pu être évitées? De nombreuses personnes sont mortes dans cette bataille. Jeunes et vieux, commandants et soldats ordinaires. En regardant autour de lui, le gars leva les yeux. L'épéiste lui-même a eu de la chance pendant la bataille et n'a pas subi beaucoup de dégâts. Une image terrible apparaît devant lui. Des centaines de personnes sont allongées sur le sol. Chacun d'eux est mort d'une mort terrible. L'épéiste ne trouve pas de mots pour décrire ses sentiments. De façon inattendue pour lui, son flux de pensée est interrompu par quelques mots qui viennent derrière lui. Le type se retourne, perplexe, espérant apercevoir un de ses frères. Quelque chose au visage pâle continue de parler. D'après ses paroles, il devient clair qu'il admire la force de l'épéiste. Le dégoût et la colère sont visibles dans les yeux du gars. Comment ce quelque chose peut-il être encore vivant? Le gars se tient debout sur un géant épuisé. Il fait littéralement 4 fois la taille d'un épéiste. Qui est-ce? Pourquoi, malgré toutes ses blessures, peut-il encore parler? Le géant Agayut est une sorte de divinité dotée de cornes et d'ailes. Il respire la grandeur. Il y a 20 jours, il est soudainement apparu dans l'Empire. Après son apparition, la vie des gens n'était plus la même. Il commença à faire des ravages auprès de ses précurseurs, qui étaient heureux de tout détruire sur leur passage. Agayut était le dernier des 3 géants. Le porteur de l'épée, avec toute sa haine, marche sur le visage du géant. Il entame un dialogue avec lui. Il veut savoir pourquoi il est encore en vie, car au vu de ses actes, il aurait dû être clandestin depuis longtemps. Agayut lui assure qu'il ne lui reste plus grand-chose et qu'il reviendra bientôt à ses côtés. Sans aucun doute, le gars est heureux d'entendre cela, car les géants ne sont certainement pas nécessaires sur Terre. Laissez-le aller vers les autres. Le géant fait semblant de ne pas comprendre de qui il parle. Bien sûr, l'épéiste parle des 2 autres géants qui ont fait des ravages chez Agayut, et il raconte avec joie ce qui leur est arrivé. L'un d'eux a été complètement frit par un dragon rouge colérique. Le second, figé pour l'éternité, est un vieil homme nommé L'Orejon. Se moquant du géant, le gars lui demande si tout est clair pour lui maintenant. Agayut, d'une manière ou d'une autre, continue de parler et d'admirer la force de cet épéiste. Les enfants des stars partagent ces sentiments entre eux. Les enfants des étoiles ont également emmené leurs ennemis avec eux dans le monde. Pendant tout ce temps, le gars reste debout et n'interrompt pas le monologue du géant. Agayut dit qu'il n'y a plus de personnes fortes sur Terre à cause des enfants des étoiles. Mais comment peuvent-ils ne pas exister si l'épéiste vit toujours, s'il inhale encore de l'air? Le géant dit qu'il ne lui reste vraiment plus beaucoup de temps. Il en est très content, mais qu'en est-il de l'épéiste? Appuyant son pied sur la tête du géant, l'épéiste continue d'écouter avec confusion. S'il avait réalisé ses pouvoirs plus tôt et avait commencé à les perfectionner, il serait devenu un obstacle majeur à leur désir le plus cher. Les dents serrées, l'épéiste demande de quoi parle le géant. S'étant un peu calmé, l'épéiste dit qu'il s'en fiche, et d'une manière ou d'une autre il a perdu la vie, il était content d'en finir avec le géant. Le géant est encore surpris par la force et le courage du protagoniste. L'épéiste est un grand homme, il a donc le droit d'être fier. Tenant fermement l'épée dans sa main, le gars essaie de ne pas la faire passer au-delà du cou du géant. Respirant à peine, il continue d'écouter Agayut, qui dit que son monde, d'une manière ou d'une autre, sera bientôt englouti par la lumière des étoiles, après quoi le monde se dissoudra en lui. Sans laisser le monologue s'achever, l'épéiste porte néanmoins le coup final et achève le géant. D'un coup aussi puissant et magistral, la tête du géant s'envola de ses épaules, et encore le silence. Seule la pluie vous empêche de vous immerger complètement dans vos pensées et d'oublier. L'épéiste expire calmement. C'est enfin fini. Mais comment devrait-il changer ce qui a déjà été fait? De quoi parlait le géant? Le personnage principal se lève enfin, se retrouvant dans une mare de sang. La mare contenait le sang de centaines de personnes après une bataille acharnée. Chaque bouffée d'air est dure pour le gars. Il regarde autour de lui dans l'espoir de voir ou d'entendre au moins quelqu'un. En regardant un peu autour de lui, il se retrouve encore dans ses souvenirs.
Ce sont ces mêmes souvenirs où sont encore vivants tous ceux avec qui il s'est battu côte à côte. Il se souvient de l'ancien camp, de vieilles connaissances qui, à cette époque, parlaient encore calmement de rien. Le gars se souvient aussi d'une personne qui lui est très chère, qu'il ne pourra jamais oublier. C'est son meilleur ami. Ils se connaissaient depuis l'enfance. Il se souvient du temps insouciant que nous n'avons pas passé ensemble, les batailles qu'ils ont menées ensemble, et, bien sûr, il se souvient de leur dernier combat. Dans les souvenirs eux-mêmes, le gars se sent beaucoup mieux, car la cruelle réalité est revenue. Il voit l'image cruelle devant lui. Il n'y croit pas et, très probablement, il refuse tout simplement d'y croire. Tout le monde est là, tous ses compagnons, ses connaissances et son meilleur ami. Des dizaines de personnes qui ne se remettront jamais sur pied. Quoi qu'il en soit, ils se sont battus jusqu'à la mort pour leur fierté. Mais malheureusement, ils n'étaient pas aussi forts que les l'épéiste. Il fallait justement évaluer la situation et sortir du champ de bataille le plus tôt possible. Ils auraient même pu éviter toutes les pertes, mais malheureusement ils sont tous partis. Le personnage principal ne peut pas accepter la mort de ses camarades, affirmant que, aussi frivoles soient-ils, ils le sont restés jusqu'à la toute fin. Il est surprenant qu'en fait, les géants qui étaient capables de repousser l'aura d'épée des épéistes les plus puissants de l'Empire n'aient pu être touchés que par l'épée du gars. Il commence à se rendre compte que sans lui, les soldats ordinaires n'auraient trop pas à se tenir en première ligne. Personne ne serait mort au tout début. Le héros commence à s'en prendre à lui-même, pensant que c'était lui qui aurait pu sauver tout le monde. Mais il a détruit tout le monde. Je n'espère plus entendre aucune des voix familières. Le gars tombe à genoux et plonge dans ses pensées. Silence complet. On n'entend même pas la pluie qui tombe depuis des jours. Mais le silence est interrompu. Une voix que l'on entend près du gars essaie de retrouver au moins quelqu'un de vivant. Le gars sursaute à ces mots. Enfin, il y a de l'espoir. Peut-être qu'il pourra sauver au moins quelqu'un. Le pauvre étranger est tellement malade qu'il ne peut même plus bouger. Il demande de l'aide. Cette voix est très familière au gars. Il sait exactement de qui il s'agit. Ouvrant grand les yeux, l'épéiste n'en croit pas ce qu'il entend. Entendant l'espoir, il comprend qu'il doit y aller. L'étranger continue d'essayer de trouver au moins quelqu'un qui pourrait l'aider. Utilisant son épée comme canne, l'épéiste commence à se déplacer vers l'endroit où la voix se fait entendre. Il ne croit toujours pas qu'il y ait quelqu'un de vivant sur ce cruel. Quelqu'un qui lui parle à part ce géant. Chaque pas est difficile pour le gars, mais peu importe ce qu'il fait, il avance, malgré la douleur qu'il ressent. La douleur qui donne envie de tomber et de ne plus bouger. Il arrive enfin et aperçoit devant lui une femme qui a perdu son bras lors d'une bataille acharnée. Le gars est choqué par ce qu'il voit. Il la regarde silencieusement. Perplexe, le gars brise le silence et dit à quel point il est heureux de voir le commandant en chef vivant. Elle est assise, immobile, seul du sang et des gouttes de pluie coulent d'elle, à Deshan, dès que cela sortira de ses lèvres. Le commandant en chef est en fait une personne aussi forte que l'épéiste, car après avoir reçu tant de blessures, elle respire toujours. Le gars rassemble ses pensées, regarde le commandant en chef et commence enfin à parler. Pour un commandant en chef, la femme n'a pas l'air très bien. Et en fait, il a raison, car elle a subi de nombreuses blessures et a perdu son bras. Elle répond gentiment, disant qu'il n'a pas l'air très bien lui-même, et elle demande également s'il est caporal par hasard. Quoi qu'il en soit, elle l'interrompt et dit que ce n'est plus très important maintenant. Elle souhaite tenir compte du géant. Qu'en est-il de lui? Est-il mort? L'épéiste lui fait plaisir en disant qu'il l'a tué. La tête du géant se trouve à proximité. Clair. Seulement, c'est difficile, et le commandant en chef le dit. Toujours respirant, le gars la regarde et ne croit pas qu'elle soit en vie. Il est mort. Le commandant en chef continue de parler avec un peu plus de gaieté. Les larmes aux yeux, elle remercie Ronan pour sa bravoure et son courage face au géant. Ronan la regarde et ne dit pas un mot. Les larmes continuant de couler sur les yeux du commandant en chef. Revenant sur ses pensées, le gars profite de l'occasion et lui demande si elle peut alors écouter la demande, si elle lui est si reconnaissante. La femme le regarde avec surprise et lui demande quel genre de demande. Ronan continue de parler de ce qui l'inquiète tant, à savoir les corps de ses collègues. Selon les coutumes, ils sont jetés sur le champ de bataille ou brûlés, mais ne pourrait-on pas, cette fois, en prendre davantage soin? La femme répond qu'elle-même n'en est pas sûre, car Ronan comprend aussi qu'il est plus beau qu'elle. Pourquoi ne pas s'en occuper lui-même? Le gars, dès qu'il a commencé à dire quelque chose de contradictoire, de manière inattendue pour lui et la femme, commence à tousser abondamment, sans s'arrêter, en se couvrant de la main. Après cela,
Il tend la main à la femme et lui montre le sang sur sa main, en disant « On ne sait pas encore clairement lequel d'entre nous est qui. Malheureusement, l'épéiste pourrait mourir littéralement à tout moment. C'est pourquoi il souhaite que tous les guerriers tombés au combat soient bien reçus. » Le gaz a poursuivi ses aveux en disant que pendant la majeure partie de sa vie, il n'avait rien fait d'utile et qu'il avait réussi à faire peu de choses. D'une manière ou d'une autre, je n'arrive même pas à croire qu'une personne aussi forte puisse mourir si facilement. À ce moment, la femme se tait et l'écoute sans dire un mot. Mais elle a quand même décidé de demander. S'il survivait, que voudrait-il faire? L'épéiste, le sourire aux lèvres et respirant à peine, dit qu'il a beaucoup de projets et qu'il ferait beaucoup de choses. Mais malheureusement, maintenant une seule chose me vient à l'esprit. Le gars s'assoit et regarde le ciel, tandis que chaque goutte de pluie tombe sur lui et roule. Il aimerait savoir comment c'était d'étudier à l'académie. Après tout, c'est un homme qui ne s'est jamais lancé dans ce domaine. Le commandant le regarde avec surprise et lui demande de quel genre d'académie il s'agit. Le gars continue de dire qu'il a été blessé par les propos du géant qui s'est moqué de lui. Mais en fait, sa sœur aînée est toujours « Je voulais l'envoyer étudier à l'académie, mais malheureusement, le gars lui-même comprend qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Il retrouvera bientôt sa famille et pourra dire bonjour à tout le monde. » Pourtant, respirant à peine, il tourne son regard vers le sol. Le commandant a essayé de le consoler en lui disant que dès que la pluie cesserait, une équipe de recherche arriverait et il serait en secouru. Et le gars est déjà sceptique, donc il n'espère pas de salut car il n'est presque plus un survivant. Alors pourquoi continue-t-elle à donner de l'espoir? La pluie qui tombait jusque-là à verse commença à s'atténuer. Les dernières gouttes tombaient au sol, et il y en avait de moins en moins. Et maintenant, la tempête est terminée. La dernière goutte tomba, mais elle fut plus forte que toutes les précédentes. Après quoi, ce fut le silence. L'épéiste et le commandant ouvrirent tous deux de grands yeux à cause d'un malentendu. Comment la pluie a-t-elle pu s'arrêter si soudainement? Y a-t-il vraiment un espoir de salut? Immédiatement après la fin de la tempête, un tremblement de terre a commencé. Si fort qu'il était même difficile de rester assis. Levant les yeux vers le ciel, le type était sous le choc. « Ce que c'est ?» Ses yeux devenaient de plus en plus larges à chaque seconde. Devant eux se trouvait une créature dotée de 8 ailes. Elle rayonnait bien plus de grandeur qu'Agayut. Les Harbingers les suivirent immédiatement. Des centaines de géants volaient dans les airs. Des centaines d'yeux les regardaient tous les deux. Et chacun d'eux semble vouloir les détruire tous les deux. L'épéiste se releva immédiatement et dégaina son épée, ne comprenant pas qui ils étaient, ni d'où ils venaient, mais il savait qu'il les combattrait jusqu'au bout. La commandante en chef, encore plus choquée, n'arrive pas à croire ce qu'elle voit. Se pourrait-il que ces 3 géants sur lesquels se dirigea toute l'armée ne soient non pas les derniers? En réalité, au prix de leur propre vie, ils ne pourraient en pas sauver le monde une 3e fois. Mais celui-ci fut le plus mortel. Le commandant en chef tomba dans ses pensées. Elle réfléchit à la manière dont tout cela peut être évité. Il lui restait une dernière tentative, mais comment? Le cri de quelqu'un interrompt toutes ses pensées. À chaque fois, ils deviennent de plus en plus forts. Finalement, revenant à la réalité, l'épéiste put lui crier. Il lui demande de reprendre ses esprits, car ils ont encore beaucoup à faire. Il lui demande de l'envoyer chez les géants par télékinésie. D'ici, depuis le sol, il ne peut pas les récupérer. Le commandant en chef, ne comprenant pas ce qu'il veut faire, demande en criant légèrement « Voulez-vous combattre dans cette position ?» C'est tout ce qu'elle a dit. Le gars dit « Bien sûr, oui, ne restez pas les bras croisés à attendre votre mort. » Il n'y a que de la colère et de la détermination dans les yeux de Ronan. Le gars est très sérieux. Après tout, même s'il meurt, il emmènera certainement quelques-uns de ces géants avec lui. Le commandant est perplexe face à ses actions. Elle admire sa ténacité et son courage, car se battre même dans une telle situation est un acte très courageux. Mais elle comprend aussi qu'il est tel, car ce n'est que grâce à lui qu'ils ont pu aller si loin et tuer 3 géants. Les créatures ailées les regardent également, comme si elles attendaient en des quelque chose. La femme rassemble ses forces, respirant à peine. Elle réfléchit à ce qu'il y a de mieux à faire. Ayant finalement pris une décision, elle se tourne vers le caporal. Ronan se retourne, perplexe, et dit qu'ils n'ont pas le temps de bavarder. À ce moment précis, il se passe quelque chose qui fait que le gars se fige pour la énième fois dans la journée. Le commandant en chef lui tend la main et l'embrasse. Ronan la regarde avec perplexité, ne comprenant pas ce qui se passe. Pourquoi a-t-elle décidé de l'embrasser dans une telle situation? Grâce au baiser, elle envoya quelque chose dans la bouche du gars. Ce que c'est? Le gars recula encore plus perplexe
et commença à demander ce que c'était à l'instant. Le commandant en chef commence à lui murmurer quelque chose à l'oreille, mais le gars ne distingue pas un mot. Il demande à le répéter, car il n'a rien compris. Elle continue de parler, mais il n'arrive toujours pas à discerner exactement ce qu'elle veut lui transmettre. Le gars crie, ne comprenant pas ce qui se passe. Pourquoi ne peut-elle pas simplement l'envoyer chez ces géants? Finalement, elle parle à Ronan, et il peut l'entendre. La femme dit, et s'ils se revoyaient? Elle lui demande de ne la laisser faire aucune bêtise et de la guider vers le chemin du tailleur. À l'instant devant lui, elle se transforme en un tailleur ordinaire qui le regarde et sourit. Derrière eux, un géant à 8 ailes commença à étudier une autre couleur. Ils préparent quelque chose et s'apprêtent à agir, tandis que le caporal et le commandant sont debout et discutent. La femme continue de déverser son âme avec un sourire dans les yeux, disant que c'est sa première fois. Le gars la regarde avec surprise et reste silencieux. Il continue de l'écouter. À ce moment, le géant prépare une attaque contre eux. Il a entre les mains un certain noyau qui émet des éclairs. Malheureusement, pour le moment, il lance des éclairs. Tout autour est devenu bleu. La lueur recouvre le caporal et le commandant en chef. La poussière d'étoiles est dans l'air. Alors que le boulet de canon approche, droit sur eux, est-ce vraiment la fin? Sur le moment, tout se transforme en vide. Lumière blanche. Les yeux du gars sont devenus encore plus larges. Qu'est-ce qui vient de se passer? Où est-il? Le ciel est devenu plus ensoleillé. Les nuages ne sont pas gris. Mais où est le commandant en chef? À ce moment-là, le gars saute de l'herbe verte. Il essaie de trouver la femme avec ses yeux, mais elle est introuvable. Il ne voit qu'un champ vide sur lequel poussent des arbres et de l'herbe. Il comprend qu'il est se retourner dans sa ville natale. Mais comment est-ce possible? Il voit des enfants nager sur la plage. Il continue de toucher l'herbe, ne croyant pas ce qu'il voit et ce qu'il ressent. Le gars prend de grandes bouffées d'air frais. Oui, il s'est définitivement retrouvé dans sa ville natale. Le gars est dans un malentendu, et il a beaucoup de questions. Par exemple, où est passé le commandant en chef et tous ces géants? Comment a-t-il remonté le temps? Après avoir déménagé vers l'arbre, Ronan a décidé de réfléchir à tout ce qui s'était passé. Il ne croit pas que les paroles du commandant en chef se soient avérées vraies. Sera-t-il vraiment possible de la retrouver et de corriger l'avenir? Le gars plonge dans les souvenirs. Et encore une fois devant lui se trouve ce moment précis avec le baiser. À ce moment précis, le commandant en chef fit passer quelque chose d'étrange dans la bouche de Ronan. Et finalement, les paroles de la femme sont devenues plus claires dans la tête du gars. Elle lui a donné la possibilité de remonter le temps. Ronan l'avala puis remonta le temps. Ronan se souvient également des prochains mots prononcés par la femme. Grâce à ce domaine, elle a pu accéder au poste de commandant en chef, alors qu'elle était une simple couturière. Pensez-y, 2 positions complètement différentes, et elle a été capable de les gérer. Selon les conditions, la sphère ne permet de remonter le temps que 4 fois. 4 fois, vous pouvez changer l'issue des événements futurs. Elle en avait déjà utilisé 3, il ne lui restait donc qu'une seule tentative. Elle a donné la sphère à Ronan parce qu'elle le considérait comme une personne très forte et digne. Elle voyait en lui un homme qui avait le pouvoir de tuer des géants. En se souvenant de ces paroles, le gars se souvient également qu'elle lui a dit qu'il devrait améliorer ses capacités, et elle est heureuse qu'il le veuille lui-même. Elle pense que Ronan est la clé pour sauver le monde. Oui, elle pensait ces mots très tôt lorsqu'il a dit qu'il voulait aller à l'académie. En fait, il parlait de rien. Le commandant en chef lui conseille d'aller étudier à l'académie Philéon. Il y a beaucoup de gens intelligents et exceptionnels, donc y étudier tôt sera bénéfique. Finalement, elle a ajouté « S'il se retrouve, il faudrait qu'il lui dise de ne rien faire de stupide et de rester tailleur. » La dernière chose qu'elle parvint à ajouter, c'est qu'elle avait fait beaucoup de choses, mais que c'était la première fois qu'elle faisait quelque chose comme ça. S'étant rappelé de tout, Ronan reprit ses esprits. Il se souvenait enfin de tout. Il avait un objectif. D'une manière ou d'une autre, il ne croit pas que tout cela soit vrai. Pour lui, ce n'est qu'un rêve. Il a besoin de se réveiller vite. Les passants le regardaient, ne comprenant pas ce qui se passait. Pourquoi un étranger frappe-t-il un arbre? Il est sceptique quant à ce passé, car même si ce n'est pas un rêve, et qu'il est vraiment revenu dans le passé, que doit-il faire ici seul? Mais il se souvenait de quelque chose. Si c'est le passé, alors, le gars a ramassé un bâton dans l'herbe et s'est levé avec confiance. La même confiance qui était avec lui lorsque des centaines de géants le regardaient, lui est revenu. Mais maintenant un arbre le regarde comme ça. Rassemblant enfin ses pensées, il fit un pas, et puis un autre, et finalement il s'est enfui. Car en fait, s'il était vraiment dans le passé,
Alors il peut rencontrer sa sœur aînée. Ronan traverse une foule de gens qui ont leurs propres soucis à se soucier. Tout le monde vaque à ses occupations. Certains sont debout et parlent sans souci. Quelqu'un fait du shopping et quelqu'un a déjà acheté tout ce dont il a besoin. Mais le garçon est désormais plus heureux qu'aucun des deux, car un peu de temps le sépare de la rencontre avec sa sœur. Mais quelque chose le distrayait. Quelque part sur le côté, les cris d'un enfant commençaient à se faire entendre. Qui est-ce? Sur le terrain, on pouvait voir une bande de voyous locaux qui se moquaient d'un pauvre homme. Le gars n'est pas satisfait de leurs actions. Il doit absolument faire quelque chose. Le pauvre garçon a été pendu la tête en bas. Malheureusement, ce sont toujours les mêmes hooligans dont il se souvenait de son enfance. Mais quoi? Le gars se figea, perplexe, et regarda l'arbre. En fait, l'enfant n'a pas été suspendu par une corde, mais par magie. Il se demandait pourquoi il y avait des magiciens dans un tel endroit. Ils sont extrêmement précieux sur le champ de bataille, car on les voit rarement. Un vent léger souffle les feuilles des arbres. Elles se dispersent et s'envolent quelque part plus loin. Un garçon essaie de calmer les hooligans locaux en disant que celui qu'il cherchait était ici. Il se demande quand ils arrêteront d'intimider le pauvre garçon. Si cela continue, quelque chose de très grave va certainement lui arriver. Le garçon, en larmes, les supplie d'arrêter. Il n'a rien fait de mal. Il dit qu'il n'a rien à leur donner, que lui-même n'a pas d'argent. Le pauvre garçon dit que les médicaments de sa mère sont devenus plus chers ce mois-ci. Les tyrans ne vont même pas l'écouter. Ils continuent de se moquer de lui en disant qu'ils ne sont pas intéressés. Le principal dit qu'en réalité, il essaie simplement d'arracher tout l'argent au pauvre homme. Il ne se soucie pas de la santé de sa mère. L'intimidateur agite la main et frappe le garçon au visage de toutes ses forces. Continuant à le battre, il dit que s'il veut être un fils digne, il doit alors gagner plus. Les trois autres tyrans continuent de se moquer, tandis que le pauvre garçon est battu. Le chef des hooligans se tourne vers le magicien et se met à crier. Il lui demande d'élever le garçon plus haut, car il ne reprend pas ses esprits. Le gars s'est simplement figé face à une telle demande. Il a commencé à contredire qu'il n'était pas nécessaire de l'élever plus haut, car il pourrait le laisser tomber accidentellement. Malgré l'avertissement, le tyran continue de persuader le magicien de faire cela, et surtout de ne pas le pendre. En une seconde, le visage changé du voyou parut devenir fou. Il commença à menacer, disant qu'il devait immédiatement élever le pauvre homme plus haut, sinon le magicien sera pendu à côté de lui. Le gars sanglote à ces mots. Des larmes apparaissent dans ses yeux. Comment a-t-on pu en arriver là? Son choix d'apprendre la magie était-il vraiment le mauvais? Il lui semblait simplement il pouvait faire quelque chose de bien. Vous devez refuser l'intimidateur, pensa le magicien. Figé par la peur, le gars s'est mis à pleurer. Il veut faire quelque chose de bien, mais il a peur des conséquences, car il comprend ce qu'elles peuvent être. Se mordant la lèvre, il se rend également compte qu'il doit surmonter ses peurs. Rassemblant ses pensées, il interrompit les hooligans. Il est sur le point de porter un coup fatal à toute la bande. Il peut tous les gérer, mais de façon inattendue pour lui, Ronan l'interrompt. Il frappe le magicien à la tête avec un bâton, disant qu'il peut le tuer, qu'il laisse le garçon sortir de l'arbre. À ce moment, le sortilège s'affaiblit. Le garçon tombe et touche le sol. Ne comprenant pas ce qui se passe, l'intimidateur se retourne et se met à crier. Qu'est-ce que cet inconnu s'est permis de faire? Malgré le fait que l'étranger ait distrait Hassel de l'accomplissement de sa tâche, l'intimidateur a décidé de s'en prendre à lui. Le garçon commence immédiatement à s'excuser et à dire qu'il ne l'a pas fait exprès. La voix de Ronan vient de derrière le garçon. Il lui dit d'ignorer les intimidateurs et de se retourner. Hassel a été choqué par ce qu'il a vu. Il a rencontré son vieil ami. Ronan dit à ce moment qu'il a besoin de parler à quelqu'un. Très probablement, il fait allusion à l'académie. À ce moment, derrière lui, le tyran continue de crier, sans s'arrêter. Ronan demande où Hassel a appris la télékinésie. Il répond qu'il a étudié à partir d'un livret qu'il a acheté chez un commerçant. Le gars est choqué de voir à quel point il a été possible d'apprendre la magie à partir d'un livret bon marché. Ronan admire le garçon. Mais ça vaut quand même la peine de voir ce qu'il peut faire. Derrière Ronan et Hassel, un son douloureusement familier se fait entendre, presque même familier. Ronan se retourne et réalise qu'il ne s'est pas trompé. C'est le son d'une épée. Devant lui se trouve un garçon désemparé, prêt à attaquer Ronan pour l'avoir ignoré. Ses yeux sont si fous qu'il devient effrayant de les regarder. Il dit qu'il a définitivement confondu quelque chose et que cela ne sert à rien de le mettre en colère maintenant, car il a cédé il y a quelques jours. Ayant terminé son monologue fou, il courut vers Ronan en lui disant qu'aujourd'hui il le remettrait à sa place.
Ronan était surpris qu'un tel imbécile ait une vraie épée. En un instant, l'épée passa devant Ronan. Il a réussi à s'éloigner. En fait, bien sûr, ce tyran ne peut même pas se tenir normalement avec une épée. Malgré son incompétence, il compense cela par sa force, et c'est juste assez. Même si c'est vrai, tout cela ne suffit pas pour vaincre Ronan. En un instant, il esquiva, se défendant avec son bâton. Le garçon est choqué de voir comment il a pu esquiver un tel coup. Ronan continue de narguer le garçon qui peut à peine tenir l'épée dans ses mains. Bien qu'il paraisse plus jeune, les connaissances qu'il a acquises au cours de son service n'ont pas disparu. Le sens du combat, il est toujours présent près de lui. L'intimidateur, ayant raté son coup, s'est mis à rire en disant que Ronan avait de la chance, car il aurait pu le battre à tel point qu'il ne pouvait même pas soulever une cuillère. Ronan dit sarcastiquement que la chance est de son côté aujourd'hui. Bien que toute sa vie, il n'ait été hanté que par l'échec. On ne sait pas ce que fait l'intimidateur, mais il dit à Ronan de se mettre à genoux et de demander grâce. Et puis, il le laissera vivant. Sérieusement, le gars parle toujours avec le même sarcasme de sa peur. Continuant à narguer Ronan, l'intimidateur a ajouté que même s'il le tuait, il prendrait bien soin de sa sœur. Le gars est devenu très tendu. Comment ose-t-il parler de sa sœur? Ce tyran confiant a commencé à parler de ce qu'il avait en tête lorsqu'il l'a vu. À propos de sa forme, à ce moment précis, Ronan, enragé, d'un seul coup, fit quelque chose que ce garçon n'aurait pas fait. Du sang jaillit dans l'air. Se dispersant, il commença à couler sur le garçon. Ronan a coupé l'oreille du gars en un clin d'œil. L'oreille pendait en l'air, comme tout autour. Soudain, une épée en métal lourd tomba au sol. L'intimidateur s'est mis à crier et à pleurer, en tenant son oreille coupée. Il a crié de telle sorte que littéralement tous les habitants du village l'ont entendu. Ses amis changèrent instantanément de visage et réalisèrent qu'il était temps de rentrer chez eux. L'agonie du voyou a été interrompue par Ronan. Apparaissant devant le gars, son apparence a inspiré la peur et l'obscurité. Le garçon s'assit et regarda sans dire un mot. Les veines de son cou étaient naudésaillantes. Et cette fois, Ronan avait un regard sauvage dans les yeux. Pourquoi ce tyran se prend-il? Veut-il mourir? Tout le monde se tut. Il ne pouvait même pas trouver de mots pour décrire ce qu'il voyait, maintenant. Le reste des hooligans est complètement choqué que leur chef ait été ainsi mutilé. Et ce serait bien si c'était une épée ordinaire. Mais il l'a fait, avec un bâton ordinaire. Ronan a interrompu leurs pensées en leur demandant s'ils avaient aimé la série. Ils sanglotaient même de peur. Après avoir donné un coup de pied au gars à la tête, il a dit aux autres voyous de l'emmener et de se perdre, sans même se retourner. N'oubliez pas l'essentiel. Donnez tout l'argent au garçon. Considérez cela comme le paiement d'une humeur gâchée. Bien sûr, ils n'ont pas contredit un tel fou et ont accepté. En baissant la voix, il semblait murmurer qu'il donnerait tout. Ronan jeta le sac de pièces au garçon. Il la regarda avec surprise. Est-ce que tout cela est pour lui? Par perplexité, il demanda à Ronan si c'était vrai. Il n'avait rien confondu. Il y a bien plus ici que ce que les hooligans lui ont pris. Ronan a dit que tout était correct, car il n'avait besoin que d'une épée. Il a également rendu le garçon heureux en lui disant que ces voyous ne l'offenseraient pas plus. Ils n'ont tout simplement pas le courage de se promener dans cette zone. Les larmes aux yeux, le garçon commença à remercier Ronan. L'innocence elle-même. Ronan a commencé à dire que ce n'était qu'une bagatelle. Alors laissez-le rentrer chez lui, l'esprit tranquille. Mais Hassel les interrompit tous les deux. Rougissant légèrement, il regarda le sol. Le garçon commença à s'excuser, presque les larmes aux yeux. Il a dit qu'il était clair qu'il s'excusait sincèrement auprès du garçon qu'il tenait dans ses bras. Il a compris qu'il ne pouvait pas écouter cette brute. Ronan savait qu'il ne fallait pas faire ça, même s'ils menacèrent de se faire battre. Incapable de se retenir, Hassel s'est mis à pleurer, disant qu'il avait très peur. Il ne pouvait pas s'en empêcher. En sanglotant, il a continué à dire que tout était de sa faute et qu'il était vraiment désolé. Le garçon restait là et ne savait même pas quoi dire. Une seconde plus tard, son visage est passé de la confusion à un sourire. Et il a ajouté qu'il pleurait aussi. Comment et quand Hans l'a traîné ici pour la première fois? Les yeux d'Hassel s'écarquillèrent. Ronan n'a pas interrompu leur dialogue, il a juste écouté ce qu'il disait. Et le gars a continué à parler. Dès qu'il a vu Hassel, il a immédiatement pensé qu'il l'intimide, tout comme il l'intimide. Hassel se figea. Le garçon a posé sa main sur l'épaule d'Hassel et lui a dit de ne pas se blâmer, car il le comprend. Souriant largement,
Le garçon ajouta encore une fois que ce n'était pas de sa faute. Mais, d'une manière ou d'une autre, il apprécie les excuses d'Hassel. Ronan les écoute toujours calmement. Après avoir finalement dit au revoir, le garçon est allé chercher des médicaments pour sa mère. Et Ronan et Hassel restèrent seuls, saluant le garçon. Ronan regarda Hassel et pensa à quelque chose. Ronan remarqua la beauté du garçon. Ses cheveux roux et ses yeux violets. En souriant, il pensa qu'Hassel n'était pas mauvais. Ronan a également rompu le silence en disant qu'il devait parler à Hassel. Le gars sursauta de surprise et confirma ses paroles avec un signe de tête. Ronan était ravi et a dit qu'il se reverrait dans 4 jours. Le gars a été surpris. Pourquoi exactement 4 jours? Après Ronan, le gars a crié ce qu'il voulait dire, et pourquoi il était si tard. Ronan a dit qu'il était occupé en ce moment, donc il reporterait la conversation à plus tard. Ils se rencontreront lorsque la lune se lèvera. Ajoutant également un peu de positivité, Ronan a fait allusion à ce qui arriverait à Hassel s'il ne venait pas. Le garçon se releva de nouveau. Et finalement, Ronan a continué à vaquer à ses affaires. Et Hassel est resté en place. Les yeux grands ouverts, le gars regarda Ronan qui s'éloignait de plus en plus à chaque seconde. Finalement, le gars a couru vers l'endroit où il avait couru initialement. Il y avait une maison devant lui. Debout devant la porte, il se demandait si cela valait le coup. Est-ce que ça sert à quoi de venir avec des fleurs maintenant? Mais d'une manière ou d'une autre, il se souvient que sa sœur les aimait. Alors il a choisi tout ce qu'il a vu en chemin. Toujours incapable de rassembler ses pensées, il décida que c'était une mauvaise idée et décida de les jeter. Mais une voix est venue de la maison. Elle est sortie sur le seuil. Elle n'arrêtait pas de se demander qui criait ici. Ronan, figé par ces paroles natives, ne savait que faire. Il ne pouvait même pas se retourner. Derrière lui, sur le seuil, se tenait sa sœur. Et maintenant, il pouvait se retourner pour la regarder. Lorsque Ronan était dans le bataillon pénal, il pensait souvent: que devait-il dire lorsqu'il rencontrait sa sœur? Doit-il s'excuser de l'avoir quittée sans dire un mot? Ou devrait-il simplement dire qu'elle lui a manqué? Ces pensées n'ont jamais quitté Ronan. Mais malheureusement, tous ces mots n'étaient que des mots que seul Ronan du bataillon pénal pouvait prononcer. Une jolie fille en tablier se tenait sur le seuil. Elle respirait le confort et le confort. Elle est très heureuse de voir Ronan si tôt. Sans la quitter des yeux, il ne trouvait pas les mots. Et finalement, il fut capable de prononcer au moins un mot. « Je suis à la maison ». C'est tout ce qu'il dit en regardant sa sœur. En entrant dans la maison, il fut choqué par la table dressée. Beaucoup de plats au frais et savoureux. Ronan avait l'impression d'être au paradis. Iril a accepté avec joie les fleurs que son frère lui a apportées. Elle est heureuse que même une personne aussi insensible comme lui ait pu récolter un bouquet de fleurs. Elle a littéralement crié de bonheur en tenant le bouquet. Ronan fut surpris. Mais il est en fait content que sa sœur ait aimé les fleurs. Vous pouvez également remarquer les soins et la gentillesse de la sœur de Ronan. Il a littéralement tout essayé 2 fois et elle lui a proposé davantage de suppléments. Le gaz a décidé de demander à sa sœur quel âge elle avait cette année. Elle dit avec perplexité qu'elle avait 22 ans, et en général, pourquoi de telles questions? Mais en fait, il a tout simplement oublié. La sœur a crié en disant qu'il ne fallait pas oublier cela. Sa sœur, pensant qu'il avait un rhume, a commencé à lui demander si tout allait bien pour lui. Ronan, à ce moment-là, était perdu dans ses pensées, et commença à penser que si Iril avait 22 ans alors, il restait environ 10 ans avant l'arrivée de ces géants. Iril posa sa main sur la tête de Ronan et commença à prendre sa température. Mais il n'avait pas une forte fièvre. Iril poussa un soupir de soulagement. Ronan regarde sa sœur et est touché. Elle est toujours la même que depuis leur dernière rencontre. Si brillant et gentil, Ronan ne peut la quitter des yeux. Il veut que ce moment dure pour toujours. Il veut sentir la chaleur de ses mains et de ses soins, mais il comprend que dans 10 ans, il devra protéger sa sœur et le monde. Il lui prend la main et l'interrompt. Sa sœur est surprise. Que veut-il dire? Le sourire aux lèvres, Ronan dit qu'il veut aller à l'académie. La sœur se figea à ces mots. À l'académie? Une seconde plus tard, son humeur change et elle crie d'admiration s'il lui dit la vérité. Les larmes aux yeux, elle demande si elle ne l'a vraiment pas entendu. Ronan, légèrement surpris, dit qu'elle ne l'a pas entendu. Et elle se demande où il y a tant de bonheur dans ses yeux. Ronan ne l'écoutait jamais lorsqu'elle parlait d'études. En un instant, elle courut après quelque chose. Le gars la regarda avec surprise. Iril a commencé à fouiller dans ses affaires, disant qu'elle savait que ce jour viendrait, car en fait, elle pense que Ronan est intelligent, c'est pourquoi il réussira.
Un peu gêné, le gars a remercié sa sœur pour ses gentils mots. Elle sortit immédiatement une sorte de chaudron et le plaça devant Ronan. Le gars a expiré lourdement. Iril préparait un cadeau pour Ronan pour ce jour. Et finalement, c'est arrivé. Ils regardèrent tous les deux à l'intérieur du chaudron. Le gaz était choqué. Comment sa sœur a-t-elle réussi à accumuler autant en secret? Elle voulait pouvoir payer les frais de scolarité de Ronan s'il changeait d'avis à propos de l'académie. Le gars a regardé une telle somme d'argent avec perplexité et s'est demandé: quand a-t-elle réussi à accumuler autant? D'une manière ou d'une autre, Ronan les a refusés, affirmant qu'il n'en aurait toujours pas assez. Mais il est très reconnaissant envers sa sœur pour ce soutien. La sœur sursauta à ces mots. Comment cela ne suffit-il pas? Elle a commencé à dire qu'il lui semblait qu'il n'y aurait pas assez d'argent. En fait, il y avait plus d'argent là-bas qu'il n'y paraît à première vue, donc Ronan pourrait aller dans n'importe quelle académie. Ronan l'interrompt et dit qu'il veut aller à l'école impériale, Philéon Academy. La sœur pâlit à ces mots. Elle a crié si fort que même les oiseaux des environs se sont envolés. École impériale. Académie Philéon. Le meilleur parmi tous les établissements d'enseignement de l'Empire. Les meilleurs professeurs de tout le continent enseignent ici. L'académie bénéficie d'un financement énorme de la famille impériale elle-même. Cet endroit offre la meilleure éducation possible. Cette école impériale jouit d'un statut incroyablement élevé. Elle était littéralement surnommée l'usine à héros. Le commandant en chef Adeshan a étudié ici. Et le maître de l'épée Shulifen, même le pire des bandits, la sorcière de l'hiver et autres. Pendant la guerre qui a eu lieu, chacun des élèves du haut de Philéon a très bien performé. Ils ont été si utiles qu'il est clair pourquoi Adeshan l'a recommandé. Il fait nuit dehors et seule la lune éclaire le chemin. Ronan a pris la route. Il a à cœur l'académie, mais il comprend ses problèmes. Il comprend que le problème réside dans sa popularité, ses énormes frais de scolarité et ses normes élevées. Eh bien... La réaction d'Iril était prometteuse, bien sûr, mais peu importe. D'une manière ou d'une autre, elle croit en Ronan. Finalement, il arriva au lieu de rendez-vous. Il a un esprit combatif. Il est convaincu qu'il peut prouver à sa sœur qu'il peut. Et le gars est effectivement venu au lieu de rendez-vous. Il n'a pas ignoré les paroles de Ronan, même si, très probablement, il valorise simplement sa vie. Ronan se trompe un peu lorsqu'il appelle le garçon Marcel. Le gars l'interrompt et dit doucement qu'il ne s'appelle pas Mazel, mais Hassel. Hassel est un peu effrayé par ce que Ronan a dit et il lui demande d'oublier ses menaces. Il plaisantait juste. Jetant son sac à dos, Ronan dit qu'ils ont beaucoup à faire, mais il va d'abord tester Hassel. Le gars reste perplexe. L'essayer? D'une manière ou d'une autre, Ronan a déjà posé son sac à dos et est prêt à expliquer davantage son plan. Hassel ouvre grand les yeux et demande de quoi Ronan parle. Il l'interrompt et, avec un sourire aux lèvres, lui dit que ce n'est rien de tout ça. Hassel a juste besoin d'utiliser la télékinésie sur lui. Ronan est sérieux, et à en juger par son regard, il ne plaisante pas. Il demande à être élevé le plus haut possible. Hassel est toujours debout et ne bouge pas. Utiliser la télékinésie? Pourquoi Ronan a-t-il besoin de ça? Et pourquoi si soudainement? Essayant de comprendre pourquoi tout cela, il tente de l'en dissuader, car Ronan pourrait être blessé. Quoi qu'il en soit, le gars dit que ce n'est pas si dangereux, alors laissez-le faire ce qu'il dit. Hassel regarde Ronan un peu embarrassé et sceptique, mais est toujours d'accord. Le garçon commence à lancer de la magie. Le sort commence à se manifester entre ses mains. Après avoir crié un sort, Hassel dirige le sort sur Ronan. À son tour, il s'est simplement figé en voyant tout cela. Ouah! C'est tout ce que Ronan a dit. S'envolant dans les airs, il pensa qu'Hassel était bien meilleur qu'il ne le pensait initialement. Étant à des dizaines de mètres du sol, Ronan sourit. Il aime voler dans les airs et observer la ville d'en haut. Eh bien sûr, la hauteur et la stabilité ne sont pas les mêmes qu'à l'époque, près d'Agayut, mais en général, c'est similaire à ce qu'il ressentait à l'époque. Les magiciens spécialement formés ne sont pas à la hauteur d'un autodidacte ordinaire. Mais d'une manière ou d'une autre, cette sensation de fuite lui a fait comprendre que c'est la télékinésie qui lui a permis de combattre à armes égales avec les géants. En fait, la télékinésie est une capacité rare parmi les magiciens, sans parler du fait que les magiciens eux-mêmes sont extrêmement rares. C'est pourquoi Ronan a de grands projets pour ce garçon.
Hassel deviendra certainement la partie principale de la bataille avec Agayut. Souriant largement, Ronan dit qu'en fait, tout n'est pas très mauvais, mais qu'il y a quelque chose à atteindre. Son flux de pensée est interrompu par les paroles d'Hassel, déjà fatigué de la sorcellerie. Il lui devient difficile de garder Ronan dans les airs. Il demande s'il peut déjà laisser Ronan partir, et Ronan, toujours souriant, lui demande d'être patient encore un peu. Le gars veut vérifier autre chose, mais tout à coup il descend tout seul. Hassel le regarde avec surprise, ne comprenant pas comment il allait tomber lui-même. Mais il obéit. Ronan lève son épée vers les étoiles et effectue un coup d'épée rapide et puissant. Le magicien reste là et ne comprend pas ce qui vient de se passer. Ronan coupa littéralement le mana d'Hassel et atterrit au sol. Ne comprenant pas ce qui s'est passé, il essaie de comprendre ce que Ronan vient de faire. Ronan secoue la poussière et dit que rien de tel ne s'est produit. Ce n'est qu'un tour acrobatique qu'il a appris il y a longtemps. Hassel continue de crier et de demander quel genre de tour acrobatique Ronan vient de faire. Pourquoi l'a-t-il fait? À ce moment-là, Ronan a frappé Hassel à la tête pour qu'il ne pose pas trop de questions inutiles. Lui-même ne sait pas comment il l'a fait. L'une de ses tâches est de comprendre quelle est cette capacité. Ronan cache son épée et Hassel se gratte la tête. Ronan pense que c'est grâce à cette capacité que l'épée a fonctionné sur le géant. Mais bon, d'une manière ou d'une autre, ils ont des choses plus importantes à faire maintenant. Ronan ajoute également que de toute façon, Hassel a réussi le test. Le gars ramasse un sac à dos et il le remet à Hassel, lui disant de le suivre. Ils ont des affaires jusqu'au lever du soleil. Hassel est un peu confus quant à ce que Ronan attend de lui. « Que peux-tu faire ça tard dans la nuit ?» Ronan souriant dit « Cette affaire pourrait devenir la première page du plus grand livre historique de l'Empire. Biographie de Ronan. » Le clair de lune illumine toujours tout le chemin. Nos gars sont déjà en route. Hassel demande à Ronan s'ils vont à la Phileon Academy, n'est-ce pas? Le gars déjà fatigué demande s'il a bien entendu. Ils vont dans une académie où seuls les élites de l'Empire étudient. Lui et Ronan. Ronan, criant un peu, dit qu'il a tout entendu correctement. Pourquoi demander encore? C'est ennuyant. Le gars regarde Hassel et demande s'il ne veut vraiment pas y aller. Mais ce n'est pas vraiment le sujet. Hassel est un peu sceptique quant à sa possibilité d'entrer dans cette académie, car Ronan, par exemple, a du talent dans les arts martiaux, mais il ne peut rien faire. Il est lâche et timide. Ronan l'interrompt et lui demande s'il veut aussi continuer à vivre. Hassel ouvrit grand les yeux, écoutant attentivement Ronan, et il a continué à parler de la façon dont il gaspillait son talent inné pour amuser une bande de voyous. Veut-il vraiment ce genre de vie? Hassel se figea à ces mots. Ronan ne s'est pas arrêté là, il a continué à dire qu'Hassel a en fait de nombreux mauvais côtés. Oui, c'est un pleurnicheur, et il est prêt à fondre en larmes pour n'importe quelle petite chose. Un perdant en plus. Chaque mot blessait Hassel en plein cœur. Mais Ronan se tut. Mais tout cela peut être réparé. Et à ce moment, Hassel regarda Ronan avec plus d'animation. De plus, le passé ne peut pas être changé. Ronan, disant tout cela, changea de visage. Il est sûr qu'un jour, Hassel se souviendra également de lui et se sentira désolé pour lui, tout comme Ronan, qui pense chaque jour à ce qu'il a fait et n'a pas fait. Dans sa vie passée, il aurait pu faire bien des choses différemment, et la dernière guerre n'aurait pas été la dernière. Revenant à la réalité, s'éloignant un peu de son monologue, Ronan frappa Hassel à l'épaule, lui demandant s'il avait changé d'avis. Hassel ouvrit grand les yeux et devint embarrassé. Est-ce que quelqu'un s'inquiète vraiment pour lui? Il ne trouvait pas les mots. Pendant qu'Hassel volait dans les nuages, Ronan a continué à dire qu'il ne le forcerait pas à faire quoi que ce soit. C'est la vie d'Hassel, et on lui a ordonné de décider de son issue. Donc s'il le souhaite, laissez-le rentrer chez lui. Mais Ronan se retourna et marcha plus loin vers son but. Hassel lui a demandé d'attendre. Il veut changer. En écoutant comment Hassel voulait aller à Phileon et apprendre tout ce dont il avait besoin, Ronan se mit à sourire, comme s'il savait qu'après son monologue, Hassel changerait d'avis. Il a remarqué la masculinité d'Hassel, mais ils doivent encore faire face aux obstacles d'Hassel. Est-il prêt? Bien sûr. Hassel est d'accord. Il écoute attentivement les instructions de Ronan, et il sourit, quand soudain le maniaque crie qu'Hassel est attrapé. Un feu est visible au sol. Ils écoutent le craquement du bois et regardent les flammes. Hassel vit cela et pâlit. Est-ce exact? Son premier obstacle? Ronan hoche la tête en réponse. C'est le meilleur adversaire pour montrer les compétences d'Hassel.
Un gobelin lunaire est visible devant eux. Une créature avec de grandes dents et oreilles et des os autour d'elle. Il s'avère donc qu'il est également le chef d'un groupe de gobelins qui dorment. Ronan rayonne de bonheur et de plaisir lorsqu'il les raconte et les montre, tandis qu'Hassel rayonne littéralement de peur et d'obscurité. Et c'est le premier obstacle qu'il faut détruire. Une fois de plus, comme un fou, Ronan regarde Hassel et demande « Allons-y » Les gobelins de la Lune sont en fait assez communs dans cette région. Il n'est donc pas surprenant qu'Hassel et Ronan les aient rencontrés. La plupart des gens les distinguent des gobelins ordinaires par leur peau jaune et leur corps mutilé. Mais leur véritable particularité ne réside pas là, mais dans le fait qu'ils adorent dans les trésors et l'or. Ils adorent tendre des embuscades et voler des objets de valeur aux commerçants. Ils tuent tous ceux qui se mettent en travers de leur chemin. Après quoi, ils se rassemblent au même endroit et récupèrent tout le butin. Ils aiment aussi organiser des vacances autour de leurs trésors. Toute la nuit, sous la lune, ils dansent. Aujourd'hui, c'est la pleine lune, et c'est l'un de leurs jours préférés, car aujourd'hui, ils font la fête. Demande Hassel légèrement perplexe, laissant entendre qu'ils vont vraiment les voler. Ronan confirme ses propos avec un signe de tête. Encore une fois, un peu désemparé, Ronan dit qu'aujourd'hui, ils vont voler tout l'or des gobelins. Hassel est surpris que les gobelins volent des trésors et célèbrent leur victoire dans un tel endroit. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Hassel, dans la même perplexité, demande comment Ronan les connaissait. Ronan dit qu'il a ses propres sources. Ronan serre Hassel dans ses bras et continue de dire qu'il suffit de transférer leurs trésors dans le sac à dos par télékinésie. Mais l'essentiel est de ne pas les réveiller. Le gars pense que ce sera facile pour Hassel, mais Hassel en doute, disant qu'en fait ce n'est pas si simple. Il pourrait faire une erreur et les réveiller. Décidant d'alléger l'atmosphère, Ronan dit que si cela se produit, alors les choses iront mal pour eux. Effrayé, Hassel commence à dire que c'est trop dangereux et qu'ils doivent réfléchir à leurs actions. Ronan dit qu'il est un lâche. Quoi qu'il en soit, ajoute-t-il. Il leur suffit de 2 choses pour entrer à Philéon. Bien sûr, la première chose est l'argent. Vous devez payer des frais de scolarité insensés. Et la seconde est l'expérience. L'argent, bien sûr, est un problème, mais l'expérience est bien plus importante. La façon dont vous vous montrez. Ronan dit que l'académie est pleine d'aristocrates, formés dès la naissance. Donc s'ils veulent vraiment gagner ces gars-là, il n'y a qu'un seul moyen. Et ça, acquérez de l'expérience au péril de votre vie. Ronan pense que les gobelins sont des adversaires idéaux, car ils recevront à la fois de l'argent et de l'expérience au combat. Ils feront d'une pierre 2 coups, pour ainsi dire. Avec Hassel silencieux, Ronan demande s'il a de meilleures idées. Les larmes aux yeux, il dit non. En sautant presque, Ronan dit qu'alors tout est décidé. Ils commencent maintenant. Hassel est très sceptique quant à ce qu'ils vont faire. Alors, la pleine lune. Elle éclaire tout sur son passage, et à ce moment-là, les gobelins se reposent déjà. Et enfin l'or s'envole dans le sac à dos. Il y a des pièces de monnaie, des colliers et des bracelets. Hassel marche bien, car à un rythme rapide, il a presque récupéré un sac à dos rempli d'or. Un peu fatigué, il continue quand même de traîner le trésor gobelin. Ronan le guide et lui dit quoi faire. Et ainsi, les derniers trésors s'envolent dans le sac à dos. Hassel lâche l'or, et en un instant tout tombe dans le sac à dos. Heureux comme un enfant, Ronan regarde tout l'or qu'ils ont dans leur sac à dos. Et finalement, ils ont tout récupéré. Le dernier sac à dos était plein. Ils ont rempli 2 sacs à dos entièrement d'or. Maintenant, ils sont prêts à aller à l'académie. Et en fait, ce n'était pas si difficile. L'essentiel, c'est l'expérience. Hassel regarde les sacs à dos un peu choqués et est d'accord avec le gars. En regardant Hassel, Ronan pense que, pour être honnête, il n'était pas sûr que tout se passerait bien. Mais Hassel apprend vite. Après lui avoir tapoté la tête, il se rend compte qu'il va bien mieux qu'il ne le pensait. Avec un sourire fou, Ronan pense qu'il s'est trouvé un merveilleux serviteur, et Hassel rit maladroitement à ce moment. Alors, puisqu'ils ont terminé leurs affaires ici et rempli leur sac à dos à ras-bord, il est temps de prendre la route. Hassel regarde joyeusement Ronan et dit « Est-il vrai qu'ils ont tout fini ?» Il est d'accord, car ils ont déjà fait tout ce qui devait être fait. Il est donc temps de sortir d'ici. Nous devons courir avant que les gobelins ne remarquent notre disparition. Et ainsi, un oiseau au clair de lune se précipite très vite. 2 chasseurs la poursuivent. Même fatigués, ils continuent à courir après l'oiseau. Mais elle a bien sûr bien plus d'avantages qu'eux. Ces 2-là crient si fort que même Hassel et Ronan les entendent et se taisent, perplexes. Qui sont-ils ?
Ronan ne sait pas qui provoque une telle agitation au milieu de la nuit. Et puis le pire est arrivé. Il n'est pas surprenant que les gobelins se soient mis également réveillés à cause de tels cris. La première chose que fit le chef fut de vérifier le coffre et de se rendre compte qu'il n'y avait rien dedans. Perplexe, il courut vers la poitrine et vérifia à nouveau la poitrine. Cela ne lui semblait pas. C'est vraiment vide. Le chef des gobelins n'a pas aimé ça. Il a réveillé tout le monde en disant qu'ils avaient été volés. Immédiatement, les gobelins se levèrent et commencèrent à écouter le chapitre. À ce moment-là, ils entendirent du bruit derrière eux et se retournèrent. Une très bonne image est vue devant eux, car ils ont vu des voleurs. Malheureusement, ce n'est pas une situation très amusante pour Ronan et Hassel. Les gars sont choqués. Immédiatement, tous les gobelins se déchaînèrent et coururent vers Hassel, qui se figea de peur, et Ronan perdu dans ses pensées. Hassel avait tellement peur qu'il est même tombé sur l'herbe, et Ronan, jetant son sac à dos, dit qu'il le savait. Il fallait que quelque chose arrive, car tout ne peut pas disparaître si facilement. Hassel propose de tout laisser tomber et de s'enfuir, mais à ce moment-là, il sort déjà son épée. Il n'ira nulle part. Après tout, d'une manière ou d'une autre, ils ont toujours pour objectif de payer leurs études. Mais à voir comment les gobelins fous courent vers eux, cela ne semble pas être quelque chose d'important pour le moment. Les gobelins sont sur le point de les attaquer, mais Ronan est occupé avec quelque chose de plus important. Il examine son épée, réalisant qu'elle est faite d'acier bon marché, et s'interroge également « Est-ce suffisant pour 15 coups ?» En fait, ils sont une trentaine, et se jettent déjà sur Ronan et Hassel. L'un d'eux tend ses griffes pour attaquer. Hassel est perplexe, et ne comprend pas à quoi s'attend Ronan, mais le gobelin est sur le point de l'attaquer. En ce moment, il réfléchit encore à la manière de traiter rapidement les gobelins. Tirant brusquement son épée, il la pointe vers les gobelins. En un instant, 3 têtes s'envolèrent de leurs épaules. Ronan est un épéiste très puissant. Il n'est pas à la hauteur de certains gobelins. Et puis les têtes pendaient en l'air. Du sang se répandait partout. Le reste des gobelins restait perplexe. Hassel, voyant une telle image, n'est pas non plus à la traîne des gobelins. C'est incroyable que même une telle épée, bon marché et peu durable, entre les mains de Ronan, puisse faire de telles choses. Et maintenant, il reste 14 frappes. Même les oiseaux criaient, sous le choc devant un tel massacre. Chaque son qu'ils émettaient devenait de plus en plus intense. Et finalement, le dernier gobelin reçoit le coup final et se lance à la poursuite de ses frères. Ronan, qui n'est même pas fatigué, regarde autour de lui, essayant de trouver un autre gobelin à tuer. Heureusement pour les gobelins, il n'y en avait plus dans les environs. Tout s'est avéré pas si mal. Hassel a assisté à tout le massacre, la bouche ouverte, et continue de faire de même. Il admire les compétences de Ronan. Qu'est-ce que c'était exactement? Qu'est-ce que c'était? Hassel n'en a jamais assez du type, et se rend compte qu'une trentaine de gobelins viennent de mourir sous 15 coups. Ronan a été capable de décapiter 3 gobelins d'un seul coup, avec une épée si pathétique. C'est incroyable. Et quand la foule est tombée sur Ronan, il resta littéralement là et sourit, puis disparut un instant. Comment est-ce possible? Déjà, quand il est apparu, il ne restait pratiquement plus rien de la foule des gobelins. Ronan a magistralement décroché des coups de poing et détruit la foule d'un seul coup. Hassel ne peut pas croire que Ronan puisse faire une telle chose avec une épée aussi émoussée. Les têtes du gobelin volèrent partout, alors que le gars n'était même pas essoufflé. Voyant toute la puissance de Ronan, Hassel le regarda avec inquiétude. Un spectacle terrible. Chacun des gobelins a été démembré, et Ronan n'a même pas sourcillé pendant qu'il détruisait tous les gobelins. Interrompant ses pensées, il demanda à Hassel pourquoi il s'était figé sur place. Hassel se leva d'un bond et s'excusa. Jetant son épée sur son épaule, Ronan donna des instructions pour se préparer, car ils doivent encore apporter leur trésor aux marchands, ce sera mieux que des excuses. Ronan a dit qu'il était temps pour eux de rentrer chez eux, et qu'ils étaient sur le point de partir. Nuit sans fin. La lune montre toujours le chemin aux enfants, et les grillons chantent pour eux en chemin. Après avoir rassemblé toutes leurs affaires et jeté leur sac à dos sur le dos, ils sont partis. De grandes choses les attendent. Ronan se secoue et pense que, bien sûr, tout aurait pu se faire calmement, mais quelque chose ne s'est pas passé comme prévu. Hassel dort en marchant. Remarquant quelque chose d'impossible pour lui-même, Ronan a dit que ses muscles lui faisaient mal. Il était probablement encore en train de grandir. En s'échauffant en cours de route, Ronan dit qu'il devra certainement reprendre un entraînement physique, car il s'est en quelque sorte détendu. Il se souvenait également des cris qui venaient de la forêt. Je me demande quels étaient ces cris. C'est à cause d'eux que les gobelins ont attaqué.
C'était évidemment une situation très désagréable. Qui crie même au milieu de la nuit? Pourquoi créer du tumulte? Ronan et Hassel vaquent calmement à leurs occupations. Mais quelqu'un se tient derrière eux. C'est très ennuyeux, mais on entend la corde de l'arc tirer. La corde de l'arc a été relâchée et la flèche a volé dans le dos d'Hassel et de Ronan. Elle se rapprochait d'Hassel à chaque milliseconde et était sur le point de le transpercer. Hassel se retourne et voit une flèche devant son visage, qui va instantanément le transpercer et le tuer. Le gars s'est figé d'un tel événement. Réagissant à temps, Ronan attrape la flèche et sauve Hassel de la mort. Le gars ouvre encore plus grand les yeux. Qu'est-ce qui se passe encore? Réalisant qu'Hassel a littéralement failli mourir, il regarde avec perplexité la flèche située à quelques centimètres du gars. D'où vient-elle? Qui a besoin de tirer sur les gens? Ronan se retourne, perplexe face à cette forêt. Il est maudit ou quoi? Pourquoi y a-t-il des racailles qui marchent dessus et tirent sur les passants? À l'autre bout du chemin, vous pouvez voir des gens, apparemment des chasseurs qui chassaient une proie. Ils s'excusent de leur avoir tiré dessus. Ils ne s'attendaient pas à voir des enfants dans la forêt. Ronan avec colère brise la flèche avec juste sa main. De quel genre d'enfant s'agit-il? Hassel sentit que quelque chose n'allait pas. Les chasseurs s'approchent des gars et s'excusent pour leur manque de tact. Ils ne s'attendaient pas à rencontrer des gens ici. L'un d'eux a commencé à trouver des excuses absurdes, disant qu'il avait entendu quelque chose de bruissant et qu'il pensait que c'était un monstre. Tout irait bien, mais le gars n'a pas quitté une seconde des yeux les sacs à dos d'Hassel et Ronan, qui étaient complètement remplis d'or. Continuant à accrocher leurs cheveux à leurs oreilles, les chasseurs répètent qu'ils ne voulaient tuer personne. Ils essaient d'être gentils. Et gentils. Mais Ronan n'est pas en vie pour la première fois. Il est évident qu'ils ne les ont pas approchés avec de bonnes intentions. Bien sûr, ils attendent quelque chose d'eux. Les chasseurs se figèrent simplement. Pourquoi ne les croient-ils pas? Ronan dit que ça suffit de leur mauvais jeu. Ils ne devraient pas être acteurs. Alors laissez-les répondre directement. Quels sont-ils? Pourquoi les ont-ils suivis et que veulent-ils? Souriant un peu maladroitement, les gars pâlirent. L'un d'eux commença à s'approcher de Ronan avec sa main sur son épaule. Il s'excuse à nouveau pour leur manque de tact, affirmant qu'il a oublié de se présenter. À ce moment-là, le gars a commencé à sortir un couteau derrière son dos et attaquer Ronan. Quel est le problème cette nuit? Pourquoi y a-t-il tant d'incidents sur une telle période de temps? Caliboro! Le gars crie en courant avec un couteau sur Ronan. À ce moment-là, le gars ne tourne même pas les yeux de côté. D'un léger mouvement de la main, Ronan intercepte la main de l'attaquant et la tient. À ce moment-là, avec son autre main, Ronan assomme le méchant avec un puissant coup de poing. Ne s'y attendant pas, l'attaquant crie alors qu'il s'envole sous le coup. « Tu n'aurais pas dû faire des choses aussi stupides. » En fait, ces chasseurs sont de simples salauds. Avec haine, Ronan les regarde. Le deuxième salaud a sorti un couteau et a couru sur Ronan pour venger son ami. Ronan, comme pour le premier, reste immobile et regarde simplement le premier méchant. Hassel remarqua qu'une tentative d'assassinat se préparait sur Ronan. Il pense quoi faire. Il est obligé de sauver son ami, tout comme il l'a sauvé. Commençant à lancer un sort, le gars appelle Ronan pour qu'il puisse au moins voir que le tueur lui court après. Avant de porter le coup fatal, Hassel parvient à lire un sort. Le salaud se figea sur place, tandis que Ronan aperçut déjà un objet pointu à 10 centimètres de lui. Le méchant ne comprend pas ce qui s'est passé. Pourquoi ne peut-il pas bouger? Réalisant ce qui s'est passé, Ronan heureux se tourne vers Hassel et le remercie pour son aide. Le gars, d'un léger mouvement du pied, fait tomber le poignard de la main du gars. Alors que le chasseur ne peut pas bouger. Avec le même léger mouvement, Ronan attrape le poignard, se préparant à un coup écrasant. Tout est comme avec les gobelins. Il fait quelque chose d'impossible. Il disparaît dans l'espace. Et après son apparition, c'est fini. Le gars n'a même pas compris ce qui s'était passé. Comment le gars s'est-il retrouvé derrière en un instant? Il se retourne pour demander qui ils sont. Il tombe littéralement en morceaux. En criant, il tombe au sol sous les yeux de Ronan. Le résultat est magnifique. Un tel spectacle fait sursauter Hassel d'horreur pendant la journée. Combien de temps peux-tu lui faire peur? Un peu perplexe, il demande si le méchant était mort. Bien sûr, Ronan dit qu'il était mort. Pourquoi épargner quelqu'un qui a tenté de le tuer? Et en plus, ces deux gars viennent de Caliborug. Et ces personnes ne peuvent pas rester en vie. Hassel, bégayant, décida de demander qui étaient ces Caliboros.
Ce groupe de voyous fait les choses les plus terribles. Braconnage, enlèvement, trafic d'êtres humains. Tout tourne autour d'eux. Il n'y a aucun crime dont ils ne s'occupent pas. Après avoir éliminé le premier braconnier, Ronan continue de parler de ces méchants. Si Ronan ne les avait pas tués, ils auraient déjà vendu leurs organes. Et les restes sont à 100% là où ils auraient été enterrés. Libérer ou laisser ces personnes en vie, en sachant qui elles sont, n'est pas un crime pire que le leur. Le regard de Ronan et Hassel se tourne vers le sac de bandits. Quelque chose ne va pas. En continuant à parler de quelque chose, le sac s'envole littéralement. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce sac? Ils se tournent tous les deux vers le sac avec perplexité et le regardent. Pourquoi bouge-t-il? Hassel suppose qu'il y a une sorte d'animal volé à l'intérieur. En général, Ronan est d'accord avec la pensée d'Hassel. Ronan ouvre le sac et voit une paire d'yeux regardant Ronan et Hassel. En un instant, cette créature sort du sac. Les gars regardent ce qui se passe avec perplexité. Ce que c'est, un oiseau bat des ailes au-dessus d'eux. Quel poulet étrange, pense Ronan. Un oiseau aux plumes bleues s'exhibe devant les enfants. Elle les observe attentivement tous les deux. Hassel admire, en la regardant, il voit quelque chose comme ça pour la première fois de sa vie. Ronan, un peu surpris, dit que lui aussi. C'est la première fois qu'il voit ça. Mais qu'est-ce qu'il y a sur les pattes de l'oiseau? Est-ce que ces chaînes? Est-ce le piège de Caliboro? Des scélérats, fer de braconnier de Caliboro. Ils perturbent le flux de mana du prisonnier et restreignent ses mouvements. Ronan regarde l'oiseau avec surprise et se demande pourquoi ces chaînes lui ont été mises. Ils sont généralement utilisés dans de rares cas, par exemple lorsque les braconniers attrapent des bêtes fantastiques. Bien que... Peut-être cet oiseau bleu. Dans un moment de réflexion, Ronan est interrompu par une voix. Quelqu'un demande à répondre à ses paroles. Arrête. Cette voix vient de... Un oiseau. Une voix parle directement à travers elle. Qui est-ce? Ronan et Hassel sont perplexes face à ce qu'il a vu. Hassel voit cela pour la première fois, pensant que c'est un oiseau qui parle, mais en fait Ronan le corrige et dit qu'en fait, ce n'est que de la magie de la communication. Ronan regarde le sac et pense que si on leur parlait dès que l'oiseau s'est envolé du sac, alors ce sac peut sûrement bloquer le mana. Cet objet est très apprécié dans les cercles de braconnage, mais il est également rare. Ronan regarde à nouveau l'oiseau et s'adresse à celui qui parle à travers lui. Il demande si le propriétaire leur parle de l'autre côté. Et ils ont tout à fait raison. Le propriétaire de l'oiseau bleu est Varen. Il étudie les créatures fantastiques à l'Institut. Il essayait depuis longtemps de contacter l'oiseau, mais toutes ses tentatives échouaient. Varen voulait déjà rédiger un rapport sur une personne disparue, mais heureusement, tout s'est bien passé. Il demande également qui sont exactement ces personnes de l'autre côté de lui. Ronan frappe Hassel sur l'épaule de manière amicale et dit qu'il ne faisait qu'on que passer par là. Mais nous nous sommes battus avec des braconniers fous. À propos, ils ont volé l'oiseau de Varen. Nous ne pouvons pas non plus nous empêcher de mentionner ce qui est arrivé aux méchants. Ils ont été tués par Ronan. Le gaz a décidé que le propriétaire de l'oiseau bleu n'avait pas besoin de détails sanglants. De plus, la nouvelle que des braconniers avaient volé l'oiseau et le retenaient captif lui suffisait. Bien sûr, il devinait que quelque chose de similaire lui était arrivé, mais il ne pensait pas que tout serait si cruel. Il ne restera pas endetté envers Hassel et Ronan. Varen essaie de savoir auprès des gars comment le rembourser, tandis qu'Hassel continue d'admirer l'oiseau bleu. Mais malheureusement, l'oiseau a l'air très émacié à cause des chaînes. Ronan demande comment il peut rendre l'oiseau à son propriétaire. Bien sûr, il faudra les retirer, mais... Sera-t-elle alors vraiment capable de voler? Le propriétaire, perplexe face à ce qu'il a entendu, s'est figé avant de répondre, mais s'est excusé et a dit que, bien sûr, elle devrait voler après cela, ou même mieux. L'oiseau de rêve a un bon instinct de retour, donc s'il peut être libéré, il est préférable de le faire le plus rapidement possible. À ce moment précis, Ronan sortit son épée, hochant silencieusement la tête. En un clin d'œil, Ronan porta un coup fort et précis au lien. L'oiseau ne s'attendait pas à un tel coup. Les chaînes se sont effondrées, et l'oiseau a finalement été libéré. Comme pour copier Hassel, ses yeux s'ouvrirent très grands, et son gazouillis valait la peine d'être entendu à ce moment-là. Après avoir terminé le travail, Ronan remit l'épée et dit que l'oiseau était libre, qu'il pouvait maintenant voler calmement vers son propriétaire. Ronan était un héros aux yeux de l'oiseau bleu. Après avoir été harcelé par des braconniers,
Elle était heureuse de voir une personne aussi gentille. L'oiseau a commencé à grincer activement et a attiré l'attention de Ronan et Hassel. Ils se levèrent et la regardèrent avec perplexité. Qu'est-ce qu'elle veut? À ce moment-là, l'oiseau tourna ses fesses vers le gars et ne bougea pas. Ronan se figea devant cette photo. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'elle veut? Bien sûr, cela signifie qu'elle demande à arracher la plume avant de s'envoler. Après tout, elle souhaite très probablement les revoir. Ronan a sorti la plume et sa propriétaire a ajouté que sa plume fonctionne comme une boussole. Elle la pointera toujours. Ainsi, s'ils retirèrent le stylo, ils pourraient rendre visite à Varenne à l'Institut. Il leur demande de venir lui rendre visite. S'étant envolé quelque part, la voix qui venait de l'oiseau semblait résonner dans toute la forêt. Il récompensera certainement les gars pour leur gentillesse et leur courage. Ronan ne pouvait s'empêcher de remarquer à quelle vitesse elle allait. Et Hassel a remarqué ce que l'oiseau avait laissé dans les mains du gars. Ronan tourna également son regard vers sa main, pour une raison quelconque. Elle la pinça même. Perplexe, les gars regardent ce que l'oiseau a laissé derrière lui, et ne trouvent pas les mots. Ce que c'est? Bien sûr, ils le découvriront toujours. Et ainsi, quelques jours plus tard, nos héros atteignirent la périphérie d'un village. Ici, les travaux battaient leur plein, car c'était un point de vente au détail. Tout le monde ici était occupé avec quelque chose. Quelqu'un a déchargé les marchandises, et quelqu'un les a chargées. Et quelqu'un, il a regardé des pierres précieuses. Maître des marchands Carabella. Don Carabel. Certainement le meilleur bijoutier du moment. Les bijoux qu'il a examinés et notés 10 sur 10, il leur propose 20 pièces d'or. À en juger par le sac à dos, il devient immédiatement clair qui sont ses clients. Ils ont certainement apporté beaucoup de bonnes choses. Don est choqué en voyant toutes ces richesses. Ronan regarde le bijoutier et est heureux d'avoir enfin pu trouver quelqu'un d'intelligent. Sinon, il a rencontré des gens intéressants ici. Pour exactement la même œuvre d'art, certains marchands offraient 5 pièces d'or. Ils ont essayé de tromper les gars. Après avoir dit beaucoup de bons mots sur le marchand, Ronan a vendu les bijoux et a serré la main de Don. Hassel poussa un soupir de soulagement. Finalement, il n'aurait plus à marcher encore plus longtemps. Ronan mit sa main dans sa poche et commença à chercher quelque chose, disant qu'il voulait évaluer un autre objet. Bien sûr, Don accepte volontiers. Un certain œuf d'étoile est visible devant lui. Les gars essaient de découvrir ce que c'est, bien que le bijoutier lui-même ne comprenne pas de quoi il s'agit. Mais en fait, cette nuit-là, c'est l'oiseau bleu qui a quitté cet œuf. Ronan avait déjà interrogé d'autres commerçants à propos de cet œuf, mais il était plus important d'entendre l'opinion d'un bijoutier expérimenté. L'œuf étoilé qui en résulta cette nuit-là hanta Ronan et Hassel. Ils étaient donc impatients d'en savoir plus. Au départ, les gars pensèrent que l'oiseau avait commis le sale coup directement dans la main de Ronan. Par réflexe de dégoût, le gars a jeté le rocher d'œuf. Après l'avoir lancé, il fut très surpris, car cet œuf inhabituel était également incroyablement durable. Il a brisé le rocher en morceaux et est resté indemne sur le sol. Les gars étaient choqués de voir cette situation. Don examine cet œuf et dit que bien sûr, il ne sait pas exactement de qui il s'agit, mais il appartient bel et bien à une créature extrêmement rare et fantastique. Bien entendu, ce trésor pourrait valoir beaucoup. Ronan attend le verdict du bijoutier. Don continue de regarder l'œuf de près. Mais maintenant, je fais plus attention aux détails et à sa texture. Ronan, rayonnant de bonheur, veut entendre le verdict dont il a besoin. Mais après tant de temps, le commerçant arrive seulement à la conclusion qu'il s'agit de merde de cheval. Il demande « Est-ce vrai ?» Ronan essaie brisé. Bien sûr, le gars dit que ce n'est pas le cas. Il ne plaisanterait pas ainsi sur son compte. Puis, commençant à rire, Don dit qu'il ne sait pas ce que c'est, mais que c'est définitivement quelque chose d'inhabituel. Ronan regarde à nouveau l'œuf et pense qu'il devra ensuite l'emmener dans un endroit spécialisé. Les gars ne peuvent pas le vendre sans savoir de quel type d'œuf il s'agit. Sortant du sujet, le type demande si le commerçant vend des livres sur Philéon. Le marchand les regarde avec surprise et leur demande s'il parle de l'académie. Les gars confirment les propos du commerçant par un signe de tête, en disant qu'ils vont y aller, mais ils ne savent rien de lui. Le commerçant est surpris par cette nouvelle, affirmant qu'il s'agit d'une grande coïncidence. C'est juste qu'en fait, sa fille va aussi entrer dans cette académie, elle va certainement les aider. Et puis une voix de femme vient derrière les gars, ils sont surpris. Qui est-elle? Et le commerçant ajoute simplement qu'il s'agit de sa fille. Une fille mince et irrésistible aux yeux verts les regarde. Elle s'appelle Maria. Ronan sursaute, comme s'il l'avait déjà vue quelque part.
quelque part dans le passé. La jeune fille, aux yeux verts, ne les quitte toujours pas des yeux et se dirige vers eux. Don lui demande de saluer les gars, en disant que ce sont ses clients importants avec qui il a fait une grosse affaire. Maria les regarde avec surprise. Encore une fois, Ronan et Hassel sont appelés des enfants. Don commence à crier après Maria, lui disant de choisir ses mots. Après cela, il commence à s'excuser auprès d'Hassel et Ronan. Hassel lui assure que tout va bien, ce n'est pas la première fois qu'ils entendent cela. Hassel se tourne pour demander quelque chose à Ronan, mais il n'a pas le temps pour cela. Il s'approche de la jeune fille. En s'approchant d'elle, il demande si elle est vraiment Maria. Elle est surprise et regarde Ronan. Ronan continue d'interroger la fille, lui disant son deuxième prénom. Le sénateur. La fille regarde le gars encore plus choqué et lui demande comment il sait tout cela. Ronan dit qu'elle ressemble beaucoup à la personne qu'il connaît. Mais il connaît une facette un peu différente de cette personne. Sans s'arrêter, Ronan continue d'interroger la fille, lui demandant si c'est possible. Il posera une question, mais seulement à son oreille. Regardant toujours le gars avec surprise, la fille accepte. En se rapprochant, elle demande ce qu'il veut savoir. Et Ronan pose sa dernière question. « Écoute Marie, est-ce que vous avez… » Mais le gars n'a pas eu le temps de finir, la fille l'a interrompu. Si vous avez regardé jusqu'ici, je vous en suis très reconnaissant. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo car j'ai mis beaucoup d'efforts pour la réaliser. Je vous serai très reconnaissant si vous aimez cette vidéo et vous abonnez à la chaîne.